Cette première histoire est l'histoire d'un jeune garçon qui va nous parler de sa grand-mère. Et il va nous en parler à la première personne. J'aime beaucoup ma grand-mère. Elle a l'habitude de me faire des cookies, ce que j'adore aux pépites de chocolat. Quand maman disait que je n'avais plus le droit d'en manger, mamie en faisait quand même en secret et me les donnait à manger juste avant qu'elle ne rentre du travail. La nuit, ma grand-mère me lisait des histoires avant de dormir. Mais elle ne me lisait pas des histoires pour enfants, pas ces histoires stupides, non. Elle me lisait des histoires de fantômes. Il y en avait qui étaient vraiment très nuls et d'autres très sordides, mais à chaque fois j'adorais les entendre. On pouvait parler pendant des heures et des heures toute la nuit, c'était comme si c'était ma meilleure amie. Ma mère, elle, était plutôt casse-pied. Elle n'arrêtait pas de me fâcher, peu importe ce que je pouvais faire. Mais heureusement, mamie, elle, prenait toujours ma défense. Quand ma mère me disait de faire mes devoirs, ma grand-mère m'aidait pour que je les finisse plus rapidement, et même parfois, elle les faisait à ma place. Ma grand-mère était vraiment très attentionnée, et bien qu'elle n'avait pas de travail, elle avait l'habitude de m'acheter de nombreux cadeaux. Mes parents d'ailleurs n'étaient pas très contents par rapport à ça, parce que ma grand-mère ne gagnait pas d'argent, et du coup ils étaient en colère qu'elle m'offre des présents qui soient parfois très chers, ils avaient peur que je devienne quelqu'un de pourri gâté. Mais ma grand-mère, elle, n'a jamais rien dit de mal à mon sujet. Mais ce que j'adorais le plus chez ma grand-mère, c'est qu'elle ne me punissait jamais comme mes parents pouvaient le faire. Elle me laissait faire tout ce que je voulais, et parfois même, elle était en quelque sorte ma libératrice. Parfois mes parents m'enfermaient dans ma chambre, et une fois qu'ils étaient partis, ma grand-mère venait m'ouvrir. C'est à cause de toutes ces raisons que j'aime ma grand-mère plus que quiconque dans le monde. Tous les jours, je rentrais de l'école en courant pour déguster ces cookies. Mais un jour, tout a changé. Un jour où j'ai compris qu'il n'y aurait plus aucun cookie, qu'il n'y aurait plus d'histoire de fantômes avant de dormir et qu'il n'y aurait plus aucun amusement. C'était un jour où je suis rentré de l'école, naturellement, et où, en ouvrant la porte de la maison, j'ai découvert ma grand-mère gisant sur le sol à côté des escaliers. Elle ressemblait à une poupée brisée. Ses lunettes étaient cassées et c'est comme si elle me regardait fixement, sans cligner des yeux. Néanmoins, elle ne me voyait pas vraiment. J'ai essayé de la réveiller en la secouant, mais son corps était aussi froid que de la glace. Peu importe la force avec laquelle je la secouais, elle ne se réveillait pas. J'ai posé mon oreille sur sa poitrine et je n'entendais plus son cœur battre. J'ai attendu, mais aucun son n'est venu. Je ne me souviens plus de grand chose après ça. Je me souviens m'être assis à côté, en attendant que mes parents rentrent. En rentrant, ils ont pleuré, ils ont appelé la police. Plus tard encore, des hommes ont emmené le corps de grand-mère. Ils ont dit que ma grand-mère avait probablement dû chuter dans les escaliers. Après le départ de grand-mère, les choses ont commencé à mal se passer. Maman pleurait tout le temps, papa a commencé à boire, et la nuit, je les entendais même se crier dessus. À partir de ce moment-là, quand je commençais à faire quelque chose de mal, mon père me battait et il m'enfermait dans ma chambre. Je n'aimais pas du tout cette situation. J'ai prié très fort pour que grand-mère revienne et que tout ça s'améliore. Ma mère ne parlait plus beaucoup, elle a arrêté d'aller au travail. Ayant plus de temps, elle venait me chercher à l'école, et parfois, sur le trajet pour rentrer à la maison, elle s'arrêtait au cimetière pour rendre visite à grand-mère. Une nuit, mon père était encore éveillé. Ma mère, elle, était dans son lit, en larmes, et moi, j'ai décidé de fuguer de la maison. Je suis parti pour me rendre au cimetière. J'y étais allé beaucoup avec ma mère, donc je savais précisément comment y aller. Je me disais que j'allais sortir grand-mère de là où elle était. J'avais pris une pelle avec moi et un seau, et une fois arrivé au cimetière, j'ai commencé à creuser. C'était compliqué, mais je m'en fichais. Ça m'a pris du temps, mais j'ai atteint le cercueil où elle se trouvait. Je l'ai ouvert, et grand-mère n'avait pas bonne mine. Bah tu m'étonnes, si elle est décédée depuis un moment, c'est normal. Je me suis dit qu'en la ramenant à la maison, elle se sentirait mieux. Je l'ai donc ramenée et je l'ai gardée dans ma chambre. Comme ça on pourrait être ensemble tout le temps. La nuit où je l'ai ramenée, on a parlé toute la nuit. Elle m'a raconté des histoires de fantômes, et elle m'a dit tout ce qu'elle avait fait depuis qu'elle était partie. Je lui ai dit comment papa avait changé, comment il se comportait avec moi, et elle m'a dit précisément ce que je devais faire. On devait être silencieux quand papa allait rentrer à la maison, et on devrait attendre qu'il patiente à côté des escaliers, après avoir bu comme il avait l'habitude de faire. Il faisait beaucoup de bruit. J'étais sûr qu'il allait réveiller ma mère, et c'est là que j'ai entendu ma mère crier. Elle criait contre mon père. J'ai foncé dans la chambre de mes parents, et j'ai vu mon père qui frappait ma mère avec une ceinture. Après ça, il a commencé à l'étrangler, et avant que je ne puisse faire le moindre mouvement, ma mère ne bougeait plus. Mon père était au-dessus d'elle, il lui disait de se réveiller, mais elle ne bougeait pas. C'est là qu'il m'a vu, devant la porte de la chambre. Il m'a dit « Que veux-tu, petite peste ?» Je lui ai répondu que grand-mère n'apprécierait pas du tout cela. Assez confus, il m'a demandé de quoi je parlais, et à ça je lui ai dit « Grand-mère avait raison à ton propos. Tu n'es pas quelqu'un de bien, et tu ne peux que devenir pire. Grand-mère est dans ma chambre maintenant, et elle sait ce que tu as fait. » Je pense qu'il ne m'a pas cru à ce moment-là. Il s'est rapproché de moi, il m'a attrapé par le col de mon pyjama et m'a ramené dans ma chambre. Et là, mon père, en mettant le pied dans ma chambre, était totalement tétanisé. Il y avait grand-mère, assise tranquillement sur mon lit. Il a marmonné « Oh mon Dieu !» et moi, à ce moment-là, je savais ce que je devais faire. Grand-mère m'avait tout dit. Elle m'a dit où se trouvait le couteau de boucher, dans quel tiroir il était. Elle m'a dit
qu'elle allait distraire mon père pour que je puisse le surprendre dans son dos. Après avoir coupé le corps de mon père, grand-mère m'a souri. Elle m'a dit que j'étais un bon garçon, un garçon intelligent. Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que c'était elle, la plus intelligente, parce que l'idée venait d'elle. Après cela, il n'y avait plus que grand-mère et moi, comme je l'ai toujours souhaité. C'était encore mieux qu'avant. On est resté encore une fois éveillé pendant toute la nuit. Cette histoire s'arrête ici. C'est une histoire du point de vue d'un jeune garçon, du coup c'est pour ça que c'est raconté un peu d'une manière infantile, c'est normal. Mais ce qui est assez intéressant dans cette histoire, bon, on a l'horreur parce que clairement on a le contexte familial qui est compliqué, on a le jeune garçon qui tue son père, mais ce qui est intéressant du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait le jeune garçon a un problème mental, il fait une sorte d'hallucination et il voit la grand-mère s'animer, lui parler, alors qu'en fait il a juste ramené un cadavre chez lui. Ni plus ni moins. Non, après, histoire plutôt sympa, plutôt sympathique. C'est le genre de truc qui pourrait se produire sur l'aspect paranoïa de l'enfant. C'est-à-dire qu'il voit sa grand-mère un peu en sorte de fantôme et qu'il ait l'impression qu'on lui dit quelque chose alors qu'en fait c'est lui qui se dit tout ça lui-même. Là où ça me semble un peu plus compliqué, c'est qu'un jeune garçon ramène un corps chez lui comme ça sans que ça se voit. Parce qu'un corps humain, normalement, je pense que c'est assez lourd. Donc pour un enfant, ça doit être compliqué de ramener un corps humain, bien qu'il soit sans vie, chez lui sans que personne ne le remarque. Ça me semble un peu tendu. Bon les amis, on est parti pour se lancer dans l'histoire suivante. Cette histoire-là, c'est une histoire plutôt courte qui se passe dans une soirée où des jeunes font une rencontre apparemment terrifiante. On était un soir où il faisait très froid en décembre. Une jeune fille avait invité un groupe d'amis pour faire une petite soirée, et la soirée se déroulait donc dans son appartement. Au total, il y avait 5 garçons et 6 filles. Ils ont mis un peu de musique, classique, ils ont fait un peu d'espace dans la pièce et ils ont commencé un peu à danser. Tout se passait très bien, tout le monde passait un très bon moment, quand à un moment donné, un gros bang s'est fait entendre. Ça semblait venir de la fenêtre de l'appartement, donc tous les jeunes qui se trouvaient dans la pièce se sont retournés pour regarder ce que ça pouvait être. On voyait par la fenêtre qu'il faisait très froid dehors, à tel point qu'il y avait un peu de buée qui s'était fait sur la fenêtre. Mais quelque chose, au-delà de la fenêtre, les a interpellés. Il y avait une silhouette d'homme, comme si quelqu'un se trouvait juste derrière la fenêtre. Il a placé sa main sur la fenêtre, et un des garçons, curieux et un peu apeuré, il faut bien se l'avouer, a éteint la musique et a crié « Qu'est-ce que tu veux ?» Et là l'homme va répondre. Il va répondre « Calmez-vous là-dedans, vous ne voyez pas quelle heure il est ?» Là les jeunes pensent que c'est peut-être un voisin ou quelqu'un comme ça qui a été dérangé par la musique et du coup qui vient un peu les réprimander. Du coup ils disent « Désolé, on va faire moins de bruit ». Et là, la silhouette disparaît. Un des garçons va remettre la musique mais encore plus fort qu'elle ne l'était avant. Il dit « On s'en fout de ce mec, c'est pas mon patron, on fait ce qu'on veut ». Et là, tous les jeunes gens rigolent. Ils rigolent tous, sauf un. La personne qui ne rigole pas, c'est la fille qui vit dans l'appartement. Elle ne dit rien, elle a le visage pâle et elle commence à fondre en larmes. Tout le monde lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu rigoles pas? On passe un bon moment. Pourquoi t'es si peiné? Qu'est-ce qui va pas ?» Quelqu'un dit même « Est-ce que t'as peur qu'il appelle la police parce qu'on fait trop de bruit ?» La jeune fille répond « Non, vous ne comprenez pas. Vous ne réalisez pas ce qui vient de se passer. Ce mec était à la fenêtre de l'appartement, mais je vais au 4e étage. » C'est là que cette histoire se termine, c'est potentiellement une histoire que vous avez déjà entendue. Ces trucs-là, il y a un mec à la fenêtre alors que t'es à un étage assez élevé d'un appartement, c'est une histoire très classique. Cette version-là, je la connaissais pas, je la trouve sympa, le fait que ce soit une soirée entre jeunes et tout. C'est court, c'est classique, c'est efficace, petite histoire que tu peux ressortir comme ça fait toujours plaisir. J'ai pas grand-chose à dire de plus, donc je propose qu'on passe directement à l'histoire qui suit. Dans cette histoire-là, on va voir l'histoire d'un couple qui a acheté une maison mais à un très bas prix, ce qui pourrait sembler plutôt anormal. Cette histoire-là également, pour l'expérience, je vais vous la raconter à la première personne. Ma femme et moi, on a acheté une maison à un prix très bas, vraiment très attractif. À ce moment-là, quand on l'a acheté, on ne s'est pas dit que c'était étrange. On s'est dit d'ailleurs tout l'inverse, on était très heureux d'avoir trouvé une maison comme ça, à ce prix-là. On a pu économiser vraiment beaucoup d'argent. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi elle était aussi peu chère. Quand ma femme et moi, on a emménagé dans la maison le premier jour, on a fait quelques réparations, quelques arrangements et tout semblait se passer au mieux. Mais très rapidement, les choses ont commencé à devenir étranges. Une nuit, ma femme et moi, on dormait dans la chambre. Et on a été réveillés par un bruit, le bruit de quelque chose de lourd qui tombe. On s'est assis sur le lit pour essayer de voir si ce bruit recommençait, mais on n'entendait plus rien. Ma femme, elle, qui s'était réveillée en sursaut, avait trop peur pour aller voir ce que c'était. Donc moi, j'y suis allé. Moi-même un peu effrayé, je m'y suis rendu avec les jambes qui tremblent. Je suis allé dans la pièce d'où venait le bruit, mais tout était silencieux. C'était silencieux, mais également, il n'y avait aucune trace de quelque chose au sol, quelque chose qui était tombé. J'ai fait le tour de la maison, et aucun signe, rien du tout,
rien qui aurait pu tomber au sol. Tout était parfaitement à sa place. Je suis donc retourné dans la chambre et j'ai essayé de me rendormir. Au bout de quelques minutes, le même son s'est fait entendre. Cette fois-ci, on était sûr que ce n'était pas notre imagination. 2 fois le même son, à quelques minutes d'intervalle, ça pouvait pas être justement notre esprit qui nous jouait des tours. Je me suis rapidement levé, je suis allé dans la pièce d'où venait le son. Et encore une fois, je n'ai rien vu. Je me suis redirigé vers la chambre pour me rendormir et c'est là que j'ai eu une sorte de sueur froide, une sorte de souffle frais dans ma nuque. Je l'ai également eu au niveau de mes pieds et naturellement, dans un premier temps, j'ai pensé que ma femme avait laissé une fenêtre ouverte. J'ai donc ouvert le rideau de la chambre pour fermer la fenêtre et c'est là que j'ai sursauté sur place. Mon regard s'est posé naturellement dans la rue et j'ai vu une silhouette sombre qui me regardait directement. Cette silhouette, c'était une vieille femme. Elle était dans un état terrible, comme si elle était décédée des semaines auparavant. Et là, tout de suite, ma femme s'est mise à pleurer. Elle pleurait en m'appelant, sa voix tremblait, je me suis retourné et elle gigotait dans tous les sens, comme si elle convulsait. Elle me disait « Je veux partir, je veux partir ». Elle disait qu'elle avait vu cette fameuse femme également. J'ai ouvert le placard de la chambre, je me suis emparé d'un marteau qu'on avait laissé là en faisant nos réparations, et j'ai foncé au rez-de-chaussée pour confronter cette fameuse vieille femme. Je suis sorti de la maison, et en arrivant dans la rue, elle avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace d'elle. Je suis retourné ensuite dans la maison, et j'ai réconforté ma femme. Mais cette nuit-là, on n'a pas réussi à se détendre, et on a gardé les yeux ouverts pendant toute sa durée. Le lendemain, on a essayé de se réassurer un petit peu, mais quand la nuit est arrivée, ma femme et moi, on n'était pas sereins du tout. On n'arrivait pas à dormir, du coup on est allé s'asseoir dans la pièce à vivre, et on a commencé à regarder la télévision. Pendant un moment, tout se passait bien, et tout d'un coup, l'électricité a coupé dans la maison. Je suis allé voir le panneau électrique, ce qui est normal, mais tout semblait fonctionner correctement. C'est comme si tous les circuits fonctionnaient bien, mais qu'on ne sait pas pour quelle raison, il n'y avait pas d'électricité. Je suis allé dans la cuisine pour prendre une lampe de poche, prendre quelques bougies, et je suis retourné dans la pièce à vivre. J'ai jeté un petit coup d'œil et je voyais ma femme allongée dans le canapé. Je lui ai dit que tout allait bien et que j'allais venir avec d'autres bougies. Je suis retourné de nouveau dans la cuisine et là j'ai vu une silhouette dans la noirceur de la pièce. J'ai vite allumé ma lampe de poche et j'ai été horrifié quand j'ai vu ce que c'était. La silhouette que j'avais vue, c'était ma femme. J'ai commencé à avoir un fort nœud à l'estomac. J'ai dit à ma femme d'attendre dans la cuisine et je suis retourné précipitamment dans la pièce à vivre. Et je priais en mon fort intérieur pour qu'il n'y ait personne. Ma femme, elle, comprenait un petit peu ce qui se passait et elle m'a écouté et est restée dans la cuisine parce qu'elle pensait que on était peut-être la cible de doppelganger. Et elle savait que si tu voyais ton propre double, c'était signe de mort pour toi. Mais fort heureusement, il n'y avait personne dans la pièce à vivre. On a donc ensuite placé quelques bougies ici et là dans la maison, mais là, comme par hasard, l'électricité s'est remise à fonctionner. On a éteint les bougies et on a décidé d'aller se coucher. Encore une fois, on a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Après tout, moi, j'avais clairement vu quelque chose dans la pièce à vivre, c'est sûr et certain. Je réfléchissais à plein de choses dans ma tête, en essayant de trouver le sommeil, et quelque chose a fait son apparition dans mon esprit. Je me suis dit, je comprends mieux pourquoi cette maison était aussi bas en termes de prix. Il y a quelque chose dans la maison, et ceux qui nous l'ont vendue n'ont pas voulu nous le dire. Je me souviens pas m'être endormi, mais je me suis bien réveillé le lendemain. La pièce était d'un froid glacial. Ma femme était dos à moi, toujours en train de dormir, et ressentant toujours une forte fraîcheur, j'ai décidé de la recouvrir avec une couverture supplémentaire. Je suis ensuite descendu pour fumer une cigarette, et quand je suis arrivé dans la cuisine, j'ai vu ma femme, là, en train de fumer une cigarette. Elle m'a dit « Pourquoi tu m'as laissé dans le canapé alors que toi tu es monté au lit ?» Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait, qu'il y a quelques minutes auparavant, elle était au lit et que je lui ai même remis une couverture dessus. Du coup, ensemble, on est retourné dans la chambre. On disait peut-être que moi j'avais mal compris et que c'était pas elle qui était dans le lit mais quelqu'un d'autre. On a ouvert la chambre de la porte doucement et là, encore une fois, on était tétanisés. Dans le lit ne se trouvait pas ma femme, c'était la vieille femme que j'avais vue dans la rue. Ma femme et moi, on s'est précipités dans la pièce à vivre et elle m'a dit d'appeler la police. J'ai réussi à avoir la police au téléphone et quand je leur ai raconté ce qu'il se passait, ils m'ont rayonné. Ils m'ont raccroché au nez en disant que je devais arrêter de leur faire perdre leur temps. Et j'ai appelé des amis pour leur expliquer la situation. Eux, ils m'ont pris un peu plus au sérieux. Ils sont venus voir, ils ont enquêté dans la maison. Ils l'ont retourné du plancher au plafond. Mais ils n'ont rien trouvé de suspicieux. Une fois que nos amis sont partis, ma femme, n'en pouvant plus de cette situation, a dit qu'elle allait partir vivre chez sa mère le temps que je règle le problème et qu'elle reviendrait une fois que tout reviendrait à la normale. J'étais donc maintenant tout seul dans cette maison qui me terrifiait. La première chose que j'ai pensé à faire, c'est contacter les précédents propriétaires de la maison. Ils m'ont dit que eux, ils n'avaient rien remarqué de particulier, mais je ressentais bien qu'ils étaient anxieux quand je leur parlais de ce sujet-là. Je comprenais bien qu'ils me mentaient. Très certainement que comme ma femme et moi, on est victimes de cette maison, eux l'ont été dans le passé.
Et voulant s'en débarrasser rapidement, ils l'ont vendue à très bas prix. Je ne sais pas laquelle, mais il est sûr que cette maison a une terrible histoire. Le lendemain, j'ai appelé un prêtre. Au moment où il a mis les pieds dans la maison, il a dit qu'il ressentait une présence maléfique. Il m'a dit que je devais la quitter immédiatement. Je lui ai dit de faire son travail, de faire des bénédictions et de ne pas me donner de conseils inutiles. Il a dispersé de l'eau sainte, ici et là, en récitant des prières pour bénir chaque pièce de la maison. Après ça, il m'a tendu une facture pour ses services et il est parti. Je ne voulais pas voir si ça avait fonctionné cette nuit-là, mais je n'avais pas trop le choix. Je n'avais nulle part où aller, et bien qu'apeuré, je devais rester dans la maison. J'ai donc pris un verre de vodka pour me donner un peu de courage. Le soir vient, je suis assis dans la pièce à vivre, je regarde la télévision en buvant tranquillement mon petit verre de courage que je me suis servi, et petit à petit, je commence à tomber dans le sommeil. Mais à un moment donné, je me réveille à cause d'une chose. J'ai terriblement envie d'aller aux toilettes. J'y vais, et pendant que je fais ma petite affaire, j'entends un son. J'entends le son de quelqu'un qui toque à la porte d'entrée. Je me précipite pour aller voir ce que c'est, je regarde au travers du Judas, quand même, au cas où, et je vois que ma femme se tient devant la porte. Elle voulait me revoir, je l'ai donc laissée entrer, mais elle ne m'a quasiment pas adressé un mot. Elle est directement allée dans la chambre pour se coucher. Je l'ai rejoint et j'ai été réveillé le lendemain par un appel téléphonique. Et là, encore une fois, quelque chose que je ne comprenais pas. À l'autre bout de la ligne, il y avait ma femme. Je lui ai dit « Pourquoi tu m'appelles? Où est-ce que t'es ?» Et elle m'a dit « Je suis chez ma mère, espèce d'idiot. » Là, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Je me suis levé d'un coup sec du lit et je me suis précipité hors de la maison. Une fois j'étais dans la rue, j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de la chambre à coucher. Et là, j'ai vu la vieille femme qui me regardait directement. Voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit que les actions du prêtre ont fonctionné et ils ont réussi à chasser la vieille femme de la maison. Mais par un jeu habile, elle a réussi à faire en sorte que je l'invite de nouveau en ces lieux. C'est la seule explication que j'arrivais à me faire. Rapidement, avec ma femme, on a revendu la maison, on l'a vendue à une famille. Ils l'ont acheté pour à peu près le même prix que nous on l'avait acheté. Comme ça, bien qu'on ait vécu des choses assez traumatisantes, on n'a pas perdu d'argent. Le temps a passé et ma femme et moi on avait retrouvé une vie totalement normale. Mais à un moment donné, en lisant le journal, les nouvelles locales, j'ai appris que la maison avait pris feu et que la famille qui y avait emménagé avait été tuée dans l'incendie. Tous les corps de la famille avaient été retrouvés dans un placard. Je pense savoir pourquoi ils se cachaient à l'intérieur. L'histoire s'arrête ici, ça c'est une histoire intéressante. Ça ferait un très bon film d'horreur, peut-être qu'il y en a un déjà un peu sur ce sujet-là, mais clairement, c'est une histoire assez folle. Malheureusement, on n'en sait pas trop sur l'histoire de la maison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-bas qui expliquerait pourquoi la vieille femme hante les lieux? Malheureusement, on n'en sait pas plus. On a juste la vision du coup de personnes qui ont vécu pendant un court moment et qui ont vécu des choses traumatisantes. En tout cas, je comprends totalement que si tu vis ce genre de choses, t'as pas envie de rester sur les lieux très longtemps. C'est quelque chose de compréhensible, on va pas se mentir. Les amis... Dans ce premier récit, on va s'aventurer dans l'histoire d'un couple marié. Ce couple s'appelle Bill et Mabel. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une nouvelle maison, sauf que leurs voisins leur ont dit que cette fameuse maison, elle était hantée. Déjà, quand tes voisins te disent ça, ça te met pas bien. Le couple, il se disait... Balek, ce sont de vieilles histoires, on s'en fout. En plus, ils croyaient pas trop dans le paranormal ou ce genre de choses, du coup, ils disaient on fait ce qu'on veut. Néanmoins, la femme du couple, Mabel, elle, bien qu'elle ne croyait pas dans le domaine du paranormal, elle était quand même assez curieuse des histoires que les voisins pouvaient raconter. Ce qu'elle fait donc, c'est contacter l'agent immobilier qui leur a filé la maison. Et l'agent immobilier, il dit qu'effectivement, il y a des choses qui se disent concernant la maison qu'il a refilée. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu d'horribles meurtres qui ont été commis dans les lieux. Ces meurtres ont été commis il y a des années par un serial killer. Et malheureusement, les meurtres ont été découverts uniquement une fois que le serial killer était mort. Il est mort d'une manière assez particulière. En fait, il fumait une cigarette dans son lit, il s'est endormi et en fait la cigarette est tombée sur le lit, ce qui l'a enflammé. Il a été brûlé vif, il s'est pas réveillé et ça l'a tué. Son corps, vu que c'était sa maison, a été non découvert pendant des années, et à un moment donné, des voisins se sont inquiétés, ils ont appelé la police est venue, ils ont découvert le corps du mec. Et c'est en faisant un petit tour dans le jardin de cet homme qu'ils ont découvert toutes ses victimes. Mabel, elle prend l'histoire, et ça la travaille un petit peu. Pendant plusieurs nuits, elle fait des cauchemars, notamment où elle se retrouve face à face avec ce tueur, et du coup, elle dit à son mari plus tard qu'elle commence à croire aux histoires paranormales que les voisins ont racontées vis-à-vis de l'histoire de l'agent immobilier quoi. Elle se dit attends, il y a eu un meurtre, il y a eu un tueur qui vivait ici, moi ça me laisse pas indifférente. En plus de ça, Mabel elle dit qu'elle a l'impression des fois quand elle est dans une pièce qu'il y a quelqu'un avec elle, quelqu'un qu'elle ne voit pas. Elle ressent aussi des fois la nuit comme une main glaciale qui la touche. Et Bill lui, le mari, il se dit
elle devient folle. Il la croit pas trop, il se dit, bon, ces histoires ça l'affecte, elle pense à des choses qui n'existent pas, y a pas de raison de s'inquiéter, elle perd juste un peu la boule quoi, ça la travaille juste. Mais il est amoureux, du coup, il veut rendre sa femme heureuse, il veut que sa femme, Mabel, soit bien dans cette maison. Donc il dit qu'il va rester éveillé toute une nuit pour s'assurer qu'il n'y a rien du tout. Ce qu'il se dit en fait, c'est que si Mabel se réveille après avoir senti justement cette fameuse main glaciale qui la touche, et que lui est là, éveillé, et qu'il dit qu'il n'y a personne, bah toutes ses appréhensions à Mabel vont disparaître. Du coup, vient la nuit où Billy reste éveillé toute la nuit. À un moment donné, il a très soif. Du coup, il décide de laisser sa femme dans la chambre, pendant que lui, il descend pour se faire un petit verre d'eau. Mabel est réveillée, pendant que son mari est en bas, elle ouvre les yeux et elle entend des bruits de pas. Des bruits de pas qui viennent de l'extérieur de la chambre, qui se rapprochent d'elle. Elle se dit que c'est son mari qui revient. Elle sent que son mari vient dans le lit et du coup elle se colle contre lui et elle lui fait un bisou. Sauf que quand elle l'embrasse, que ses lèvres touchent les lèvres de son mari, elle a une sensation étrange. Une sensation de fraîcheur intense. Et là, le mari, qui était en fait encore dans la cuisine, entend sa femme crier. Mais crier vraiment très fort de terreur. Il se précipite dans la chambre et il tombe totalement dénu. Il est totalement horrifié par ce qu'il trouve. Il voit sa femme par terre, hors du lit, totalement décédée. Son visage était encore marqué d'une expression de terreur. Bill, il comprend pas ce qui se passe, il décide de descendre de nouveau au rez-de-chaussée pour appeler la police. Bill, il est totalement peiné de la perte de sa femme, il comprend toujours pas ce qui s'est passé, il lui faut plusieurs nuits pour enfin retrouver le sommeil. Une nuit, là où il retrouve le sommeil, il s'endort, et aux alentours de minuit, il est réveillé parce qu'il a très soif. Il descend, il va dans la cuisine, il se sert un verre d'eau, il remonte dans sa chambre, et là il est surpris de voir qu'il y a une sorte de bosse dans le lit, comme si quelqu'un était sous les couvertures et bougeait. Il se précipite vers le lit et il tire la couverture pour voir ce que c'est. Et là, il se rend compte que c'est un fantôme. Mais le fantôme de quelqu'un qu'il connaît, c'est le fantôme de sa femme décédée. Ce fantôme s'assoit sur le lit, sur son visage, on dirait qu'il y a des larmes, et juste derrière elle, il y a une autre ombre qui se relève, cette fois-ci l'ombre d'un homme. Ce fantôme, il ne le connaît pas, c'est un homme qui semble en totale décomposition. La peau est très sombre, comme si cette peau avait brûlé. Là, Bill voit l'homme qui, de sa main, attrape la tête de sa femme décédée. Il la prend et il la force à l'embrasser. Là, des larmes coulent sur le visage de la femme décédée. Dans sa main, la main de Mabel, elle tient le plus grand couteau que Bill n'avait jamais vu. Un très large couteau de cuisine. La femme regarde son mari, qui est bien vivant, et elle lui dit quelque chose. Elle lui dit « Billy, tu me l'as promis. Te souviens-tu que tu me l'as promis? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu l'as promis. » Et là, le fantôme de Mabel se jette sur Billy, qui est paralysé par la peur. L'histoire s'arrête ici. Conclusion, Billy, il se fait clamser. On peut se dire clairement que ce serait le fantôme du serial killer qui aurait tué Mabel. Après, on a très peu d'informations à son sujet. C'est une histoire assez mystérieuse, j'ai pas forcément beaucoup d'explications. Est-ce que en embrassant le fantôme du serial killer, elle s'est donné la mort? On sait pas trop ce qui s'est passé vis-à-vis de la mort de Mabel. Cette mort-là est assez mystérieuse. Billy, lui, se fait tuer par le fantôme de sa femme. Ça, on peut facilement le deviner. Libre à vous de vous en faire votre propre avis. C'était une petite histoire pour nous mettre en jambe pour la suite. On va passer maintenant à l'histoire suivante. Là, on va parler d'une histoire qui viendrait de chez nous, de la France. On va voir l'histoire d'un jeune homme dont les parents lui achètent tout ce qu'il demande. Il dit « Maman, papa, je veux ça », les parents lui achètent. Vraiment, il est pourri gâté. Ce jeune homme s'appelle Christophe et il avait 16 ans. Il était obsédé par une chose, les vêtements de marque. Il refusait de porter des vêtements qui n'étaient pas de la marque. Du coup, à chaque fois, il disait à ses parents « Maman, papa, achetez-moi tel vêtement, achetez-moi tel vêtement », ses parents lui achetaient. Mais en tout cas, il ne demandait jamais à ce qu'on lui achète des vêtements qui n'étaient pas de marque, donc des vêtements pas très chers. Et si jamais, par malheur, si on peut dire, on lui en offrait, il les jetait. Il avait toutes les marques possibles et inimaginables. Lacoste, Abercrombie, Hugo Boss, il avait la totale. Ses parents lui achetaient, comme je vous l'ai dit, absolument tout ce qu'il voulait, mais il n'était pas forcément riche. C'était pas des millionnaires, des milliardaires, c'était des personnes qui travaillaient très dur pour gagner assez d'argent pour offrir à leur fils tout ce qu'ils souhaitaient. D'ailleurs, beaucoup de leur argent passait là-dedans, au point que eux-mêmes ne s'achetaient pas forcément de vêtements. Mais bon, Christophe, ce jeune homme de 16 ans, était quelqu'un d'assez égoïste. Il prenait tout ce qu'on lui donnait, mais il n'était pas forcément reconnaissant du travail que ses parents faisaient pour justement lui offrir tout ce qu'il désirait. Un jour, Christophe est allé voir ses parents en disant qu'il avait besoin d'une nouvelle paire de baskets. Plus tard, le soir de la journée où il a fait cette demande, les parents sont revenus et lui ont tendu un sac. Christophe a pris le sac, sans dire même merci, il a ouvert le paquet, et quand il a vu ce qu'il y avait dedans, il est devenu très enragé. Il dit « Mais vous êtes idiot,
comment vous pouvez être aussi stupide? Là, la mère, assez étonnée, dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne taille? Et là, Christophe dit, encore enragé, ils ne sont pas de la bonne couleur. Ils sont bleus, je vous en ai demandé des rouges. Je voulais des baskets Nike rouges. Est-ce que tu veux quand même les essayer? Peut-être que une fois que tu les auras au pied, elles te plairont. Toujours très enragé, Christophe il prend une chaussure, une des chaussures qu'on venait de lui acheter, et il la jette au visage de son père. C'est un sacré personnage ce Christophe. Christophe insulte ses parents et dit « Je vous ai dit des Nike rouges, pas bleus. Je ne marcherai même pas avec ces baskets si j'étais mort. Reprenez-les et allez les brûler. » Il est très violent dans ses paroles. Il jette les baskets au visage de ses parents et il s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, Christophe se baladait tranquillement dans un parc quand il voit un jeune garçon qui porte des baskets, mais ce sont des baskets qu'il n'a jamais vues. Il se dit « Mais j'ai jamais vu ça dans n'importe quel magasin. C'est sûrement un modèle américain, il a dû les commander en ligne. Elles sont originales, très uniques, il me les faut. » Il jette un petit coup d'œil dans le parc et il voit un arbre juste au-dessus du jeune garçon et il décide d'y monter. En y montant, il se saisit d'une branche assez lourde, il se faufile discrètement juste au-dessus du jeune garçon et il fait tomber la branche qui tombe sur la tête du jeune garçon. Le jeune garçon tombe à terre, il est un peu, pas traumatisé, mais vous savez, un peu dans les vapes, il se demande ce qui vient de se passer. Là, Christophe descend de son arbre et il commence à frapper le jeune garçon très violemment. Le jeune garçon qui avait les chaussures aux pieds s'évanouit et là Christophe se dit que enfin, il peut lui voler ses chaussures. Pendant qu'il est en train de lui enlever les baskets, il entend des cris qui viennent de plus loin derrière lui. Il se retourne et il voit que c'est un policier qui a vu la scène et qui se précipite vers lui. Christophe se saisit rapidement des chaussures et il s'enfuit avec. Il court, mais il est suivi de près par le policier. Il essaie de faire des détours, de sauter par-dessus des grillages, des buissons pour essayer de semer le policier, mais rien n'y fait, le policier est toujours collé à ses fesses. À un moment donné, Christophe voit un métro. Il se précipite à l'intérieur, il arrive sur le quai du métro, le métro est sur le point d'arriver, Christophe se retourne et il voit que le policier est toujours collé à ses fesses. Là, Christophe veut tenter un move, il veut sauter d'un bout à l'autre du quai. Il le fait, sauf que malheureusement pour lui, les lacets des chaussures qu'il a volées se coince dans les rails du métro pendant qu'il est en train de traverser. Ça perturbe ses mouvements, du coup il trébuche. Il tombe sur les rails. Christophe lève un peu les yeux et il voit que le train est sur le point de le percuter. Fort heureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Il s'en sort, mais pas sans séquelles. Il arrive à remonter rapidement sur le quai, mais le train fauche ses jambes, mais à un endroit précis, au niveau de ses pieds. Ses pieds ont été découpés juste au niveau de ses chevilles. Le policier qui le suivait, il voit ça, il est horrifié de la situation, il appelle immédiatement une ambulance. Christophe est emmené à l'hôpital, il saignait énormément, il perdait beaucoup de sang, à tel point que les médecins pensaient qu'il allait peut-être pas y survivre. Après que l'ambulance soit partie avec Christophe, le policier lui est resté sur la scène. Ce qu'il a fait, c'est que il a récupéré les membres coupés du jeune garçon et il a remarqué que les chaussures qu'il avait volées étaient parsemées du sang rouge du jeune Christophe. L'histoire s'arrête ici. Alors c'est plutôt creepy parce que Christophe c'est un psychopathe, c'est un fou, mais il y a une sorte de petite métaphore à la fin. Vous voyez, il a été impoli avec ses parents, il a tabassé le jeune garçon et finalement lui qui voulait des chaussures rouges, il les a eues parce que les chaussures blanches du jeune garçon qu'il avait récupérées ont été peintes avec son sang, ce qui faisait des chaussures rouges. C'est la petite morale à la fin de cette histoire sympa. Pour conclure cette vidéo, on va parler d'une histoire concernant un miroir. Il y avait une femme qui vivait dans une maison plutôt tranquille. Son mari était décédé 5 ans auparavant, et du coup elle avait prévu de déménager de cette fameuse maison plutôt rapidement. En tout cas, d'ici une période assez courte. Un jour, alors qu'elle était en train de ranger les affaires de son défunt mari, elle a remarqué, sans pour autant qu'elle ait une explication par rapport à cela, que la température de la pièce descendait drastiquement. Déjà, ça sent quelque chose de mauvais. On sait que tout ce qui est un peu paranormal, ils aiment bien quand il fait plutôt froid dans les pièces, où ils peuvent provoquer justement une forte baisse de température. Merci Phasmophobia. Ce qu'elle a fait du coup, c'est qu'elle est descendue dans le hall pour aller voir le radiateur, le thermostat, pour voir la température. Est-ce qu'il y avait un problème peut-être? Et du coup, ce qu'elle voit, c'est que le thermostat indique qu'il n'y a aucun problème. Elle rationalise en se disant que le thermostat devait être cassé, peut-être. C'est possible. Elle se dit, bon, demain j'appelle quelqu'un pour venir le réparer. Elle décide de retourner à son occupation et pour revenir là où elle était, là où elle rangeait les affaires de son mari, elle passe à côté d'un miroir qui se trouvait dans le hall. Sauf qu'en passant à côté de ce miroir, elle a l'impression de voir du coin de l'œil qu'il y a un mouvement. Pas son reflet, un autre mouvement. Et juste après ça, la température est revenue à la normale. Elle regarde le miroir et là elle voit rien, à part son propre reflet. Elle retourne ranger les affaires de son mari. Quelques jours plus tard, le même phénomène se produit. La température chute drastiquement sans qu'il y ait forcément d'explication. La femme retourne voir le thermostat, et encore une fois, comme pour la première fois, il n'y a pas de changement.
ça semble fonctionner normalement. Elle se dit, peut-être que le thermostat bug à certains moments, et elle se dit, c'est vrai, j'ai oublié d'appeler quelqu'un pour le réparer. J'ai cru qu'il n'y avait pas de problème, alors qu'en fait il y en a un, et puis il va bugger de temps en temps. Elle se dit, j'appelle quelqu'un, une fois que j'ai fini de regarder ce que je regardais à la télévision. Elle regardait une petite série tranquillement. Là, elle repasse devant le miroir, et elle revoit un peu un truc qui bouge, mais toujours du coin de l'œil. Du coup, elle n'a pas le temps de voir si il y a vraiment quelque chose ou pas. Mais là, elle décide quand même de jeter un petit coup d'œil plus attentif sur ce miroir. Et cette fois-ci, elle va bien voir quelque chose. Ce qu'elle va voir, c'est une sorte d'ombre, pas forcément bien définie, mais il y a quelque chose. C'était comme une sorte de fumée qui changeait de forme en continu. Cette fumée a pris une forme un peu particulière, comme si c'était la forme de quelqu'un, et cette forme se tenait juste derrière la femme. La femme se retourne instantanément, et elle ne voit rien mis à part le mur. Là, elle commence un peu à flipper. Elle se dit, attends, mais pourquoi il n'y a personne derrière moi? Là, du coup, elle est retournée, et tout doucement, elle se retourne en tremblant vers le miroir pour le regarder de nouveau. Dans le miroir, la sorte d'ombre était toujours là, mais elle est plus proche qu'elle ne l'était juste avant. La femme est paniquée, elle crie « Aidez-moi !» mais bien sûr, personne n'est venu, et cette ombre se rapprochait de plus en plus de la femme. On fait un bond de quelques semaines dans le temps. Une amie de cette femme vient la voir pour lui faire un petit coucou. Elle sonne à la porte, personne ne répond. Elle toque, personne vient ouvrir. Inquiète, elle appelle la police, qui vient faire un petit tour au domicile de la femme le lendemain. Ils forcent l'entrée, ils investiguent les lieux, et ils ne trouvent rien du tout, à part des boîtes comme si quelqu'un se préparait à déménager. Cette affaire a été classée comme non résolue. Pas d'indice, rien du tout à se mettre sous la dent pour faire avancer l'affaire. Le temps a passé, la maison a été nettoyée pour être remise en vente. Et pendant des années, la maison est restée vacante. Des gens ont commencé à lancer des rumeurs sur la maison, comme quoi elle serait peut-être hantée, comme quoi la femme aurait été assassinée. Voilà, des petits ragots comme ça dans la ville. Mais à un moment donné, un père, une mère et leur fille ont emménagé dans les lieux. Tout se passait très bien dans la vie de cette petite famille, jusqu'au jour où la température a baissé drastiquement. La fille de la famille est allée voir ses parents pour demander ce qui se passait, et les parents, naturellement, ils en savaient rien. Ils ont dit qu'ils allaient aller checker le thermostat pour voir s'il n'y avait pas un problème. Et ce thermostat, vous vous doutez un petit peu de ce qu'il disait qu'il n'y avait aucun problème. Immédiatement, la famille décide d'appeler quelqu'un pour checker tout ça. Ils n'ont pas attendu comme la jeune femme au début de l'histoire. La fille, elle, est retournée dans sa chambre pour jouer avec ses poupées, et à un moment donné, elle regarde dans un miroir et elle voit quelque chose derrière elle. Quelque chose qui se trouvait derrière son lit, une sorte d'ombre, mais elle n'en est pas forcément trop sûre. Juste avant qu'elle ne puisse porter un peu plus son attention sur cette fameuse ombre, ses parents rentrent dans sa chambre pour lui dire que quelqu'un allait passer le lendemain pour aller checker le thermostat, voir s'il fallait le réparer ou pas. Donc pour le moment, bien qu'il fasse plus froid, faudra faire avec. Mais dès qu'ils ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire, la température remonte, comme ça. Les parents disent, sûrement un bug, faut le réparer, rien d'alarmant. Le lendemain, un homme vient sur les lieux, il check le thermostat, il se dit, bon, moi je vois pas forcément de problème, mais au cas où, je vous le change. Sauf que quelques semaines plus tard, encore une fois, problème de température. La jeune fille était dans la salle de bain, elle coiffait ses cheveux, et dans le miroir, elle a vu quelque chose. De nouveau, elle voit une sorte d'ombre, une sorte de fumée noire, qui commence à se former derrière elle. La jeune fille est paniquée, elle crie, ses parents se précipitent dans la salle de bain pour voir ce qu'il se passe, et ils ne voient rien du tout à part leur jeune fille effrayée. La jeune fille essaye de raconter ce qu'elle a vu, mais ses parents ne la croient pas. Ils se disent que ce sont des petites histoires de jeunes filles. La jeune fille, pendant plusieurs jours, est très insistante sur ce qui s'est passé, elle n'arrête pas de dire il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un, les parents commencent à être inquiets, mais ils décident pas du coup de la croire. Ce qu'ils décident de faire, c'est de l'emmener voir un psy. Elle va voir un psy, et une fois être revue de cette séance de psy, elle se dit que, en fait, c'est son imagination qui a créé quelque chose. Elle était peut-être fatiguée, ou elle a peut-être vu un film d'horreur, ou ce genre de choses, mais en tout cas, rien de réel. C'est ce qu'elle a cru pendant 1 an. Et au bout de ces 1 an, la température a encore chuté drastiquement. Sauf que cette fois-ci, la jeune fille se trouvait toute seule chez elle. Les parents étaient sortis, ils étaient partis au cinéma, et ils avaient laissé leur jeune fille toute seule. À ce moment-là, ce qu'elle faisait, c'était tester du maquillage. Elle était posée devant le miroir de sa mère, et elle se maquillait, elle testait les maquillages de sa mère. Et là, de derrière le lit des parents, elle voit dans le reflet du miroir qu'une ombre noire se forme, exactement comme quand elle était dans la salle de bain. La jeune fille était paniquée, mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié parce qu'elle savait que personne ne pourrait venir la voir, les parents n'étant pas là. Et comme pour la jeune femme du début de l'histoire, cette ombre se rapprochait petit à petit. Quand les parents de la jeune fille sont rentrés, ils ont trouvé une maison totalement vide. La jeune fille avait disparu. Les parents ont appelé la police et ils ont classé l'affaire, une nouvelle fois, comme non résolue. La maison a été désertée par les parents, elle a été un petit peu rénovée et aujourd'hui elle est toujours sur le marché, prête à accueillir de nouvelles personnes en son sein. Cette histoire s'arrête ici. Écoutez, une histoire encore une fois assez sympathique. Est-ce qu'on peut se dire que le mari de la femme qui est décédé
la femme du début d'histoire, bah en fait s'est fait avoir aussi par un truc qu'il y avait dans les miroirs, ou est-ce que c'est peut-être ce mari qui est dans les miroirs et qui enlève les gens? Ça, c'est libre à vous de vous en faire votre propre avis. Je suis assez curieux de savoir vos théories, donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça, c'est un mystère. Dans ce premier récit, on va voir le témoignage de Fanny. Fanny nous dit qu'au moment de l'histoire, elle vivait dans une petite ville au Texas, Walker Texas Ranger tu connais, et elle vivait dans une petite maison avec sa mère. Elle nous dit que sa mère était quelqu'un avec le cœur sur la main et qu'elle n'hésitait jamais à aider des gens dans le besoin. Donc un jour, quand son oncle l'a appelée pour dire qu'elle avait trouvé une jeune fille sans abri, une jeune fille qui avait été trouvée dans un parc, et bah là bien sûr elle a proposé son aide pour l'aider. Elle a proposé de garder cette jeune fille pour un jour ou deux, le temps qu'elle puisse retomber un peu sur ses pattes. La jeune fille est donc arrivée à la maison de Fanny et elle s'est présentée, elle a dit qu'elle s'appelait Laura. Laura avait 16 ans et elle ressemblait à une jeune fille plutôt classique mais quelque peu timide. Naturellement, on peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 16 ans pouvait faire dans la rue comme ça, une jeune fille qui avait l'air sans abri? Eh bien Laura dit qu'en fait, elle s'était retrouvée dans la rue parce que sa propre mère l'avait mise à la porte, parce que Laura avait été accusée par celle-ci de coucher avec le petit ami de sa mère. Bien sûr, Laura dit que c'était totalement faux, et que d'ailleurs, c'était plutôt le petit ami de la mère qui essayait de séduire la jeune fille. Ne posant plus de questions, la mère de Fanny, elle, a proposé une chambre où dormir pour la jeune Laura. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Laura a demandé à la mère de Fanny si elle pouvait utiliser son téléphone pour appeler sa mère, pour savoir si elle pouvait récupérer quelques affaires chez elle qui lui appartenaient. La mère de Fanny a accepté. Laura a appelé sa propre mère, mais elle n'a pas répondu au téléphone. Naturellement, Fanny et sa mère se sentaient un peu mal pour Laura, parce que se faire virer de chez toi et du coup laisser toute ta vie derrière toi, bah ça fait très mal. En tout cas, je le pense. En plus de ça, ayant à peu près le même âge, Fanny se disait qu'à sa place, elle ne saurait pas quoi faire. Plus tard dans la journée, Fanny regardait la télévision. Elle vaquait tranquillement à ses occupations, mais à un moment donné, elle a senti quelque chose de désagréable. Elle a senti que quelqu'un l'observait. Du coup, elle a tourné sa tête vers la provenance de ce sentiment désagréable, et elle a vu Laura, dans un coin de la pièce, qui la regardait. Mais pas avec un regard en mode de curiosité, un regard très froid, comme si Laura souhaitait tuer Fanny. Fanny ajoute en commentaire, pour vraiment montrer ce qu'elle ressentait, que si jamais le regard pouvait tuer, elle serait morte plusieurs fois. Naturellement, elle était assez confuse, elle se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide donc de replonger son regard vers la télévision, mais elle sentait toujours le sentiment désagréable qui pesait sur elle dû au regard insistant de Laura. Elle se dit, attends, est-ce que j'ai fait un truc qui aurait pu la froisser? Mais elle voit pas du tout ce qu'elle aurait pu faire. Le lendemain, ça s'est reproduit, Laura qui regarde fixement Fanny avec un regard très froid, alors que cette fois-ci elle ne regardait pas la télévision, elle se servait tranquillement dans la cuisine un verre d'eau. Mais cette fois-ci, quand elle a aperçu Laura, Laura n'était pas, on va dire, visible de suite. Elle était un peu cachée. Elle la regardait un petit peu de derrière la porte. Comme si Laura, cette fois-ci, essayait d'être un peu plus discrète que la première fois. Ne voulant pas mettre Laura dans une situation inconfortable, ou ne voulant pas s'attirer carrément les foudres de la jeune fille, Fanny a décidé de ne pas en parler à sa mère. Elle a gardé ce secret pour elle. Plus tard, ce jour-là, on était même le soir, l'oncle de Fanny, celui qui avait trouvé Laura, a rejoint la petite famille pour le dîner. Il était venu pour voir un petit peu aussi comment ça se passait avec la jeune fille. Voir comment la cohabitation se passait, mais également voir si des solutions arrivaient à être trouvées concernant sa situation. Le dîner se passe, et après le dîner, Fanny était tranquillement en train de faire la vaisselle de son assiette. Et là, elle a entendu un son très étrange. Elle a entendu un grognement venir de la salle à manger. Fanny est allée voir, et elle a vu Laura, qui se comportait comme un animal sauvage. Dans la même pièce, il y avait la mère de Fanny, son oncle, et eux semblaient totalement perturbés par ce qui se passait. Laura n'a attaqué personne à ce moment-là, mais elle s'est jetée sur le sol et a commencé à se débattre et à crier comme si elle se battait quelque chose d'invisible. Pour vous donner un peu une image de la chose, imaginez quelqu'un qui est possédé. Bah c'était ça. En plus de ça, Fanny, qui avait vécu dans un environnement plutôt religieux, croyait à la possession démoniaque, aux esprits, ce genre de choses. Donc là, elle était totalement terrifiée. La mère de Fanny, ainsi que son oncle, étant également assez axés sur la religion, se sont mis à genoux et ont commencé à prier. Fanny, prenant peur, s'est précipitée dans sa chambre, elle a fermé la porte et pendant des heures, elle a entendu les grognements de Laura dans la salle à manger. Personne dans la maison ne savait ce qui se passait, mais à un moment donné, la situation s'est calmée. Et Laura a fait quelques révélations à la famille qui pourraient expliquer pourquoi elle a agi de la sorte. Elle a expliqué qu'elle était possédée par un démon maléfique. Là, c'est un peu la colle pour la famille. Ils se disent est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ils sont religieux donc ils y croient, mais bien sûr il y a un doute qui subsiste. Fanny est retournée dans la salle à manger et là elle voyait Laura, très contente, qui disait que les prières l'avaient libérée de ce fameux démon, apparemment. Et du coup elle avait un grand sourire sur son visage, elle était assise sur le canapé, en train de se réchauffer avec une couverture. Sauf que quand Fanny a croisé le regard de Laura,
Laura avait le même regard qu'avant, c'est-à-dire un regard très froid. Fanny, elle, ça l'a terrorisée d'autant plus, elle est donc retournée dans sa chambre, elle l'a fermée, elle a même mis une chaise devant sa porte pour empêcher quiconque d'entrer. Fanny s'est ensuite couchée et le lendemain matin s'est réveillée. Elle s'est pas réveillée naturellement, c'est sa mère qui l'a réveillée pour lui dire que à midi elle l'emmènerait manger dans son restaurant préféré. Mais rappelez-vous, il y a toujours cette Laura qui se trouve dans la maison. Donc naturellement Fanny dit, bah du coup Laura elle va venir avec nous. Et là très sérieusement, la mère de Fanny va lui dire, ton oncle va ramener Laura chez sa mère. Après ce qui s'est passé hier, il est resté dormir. Laura est allée se coucher peu de temps après toi et ton oncle et moi nous avons parlé. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé et on s'est dit tous les deux que Laura avait menti. Elle n'a pas du tout été possédée par une entité démoniaque, c'est juste que mentalement elle n'est pas stable et nous pensons même qu'elle peut être dangereuse. Fanny, après l'explication de sa mère, se sent soulagée. Elle était très contente, elle s'est vite habillée pour aller au restaurant avec sa mère et en sortant de la maison, elle a vu Laura pour la dernière fois. Laura montait dans le véhicule de l'oncle de Fanny et elle avait l'air très en colère, un peu comme un enfant à qui on n'aurait pas donné ce qu'il voulait. Plus jamais elle n'a entendu parler de Laura après ça, ou elle ne l'a revue. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est une histoire qui mérite un peu débat. On peut se dire effectivement que Laura a été possédée, ou alors effectivement qu'elle a des problèmes mentaux. Peut-être qu'elle n'a pas été virée de chez sa mère, mais qu'elle a tout simplement fugué. Après, bien sûr, elle a peut-être été virée de la maison de sa mère parce qu'elle avait des troubles mentaux. Ça, c'est possible. Il y a des familles qui n'acceptent pas du tout ce genre de choses, et du coup, elle l'a mis dehors. C'est possible. On ne sait pas comment ça s'est passé après, c'est-à-dire comment ça s'est passé sur le trajet retour avec l'oncle et Laura. On ne sait pas si Laura a pu être déposée chez sa mère ou si elle a été déposée ailleurs. Ça, c'est un vrai mystère. Les personnes qui ont commenté le subreddit disent également que peut-être Laura est une jeune fille qui veut constamment avoir l'attention sur elle, et du coup dans la maison familiale de Fanny, et bien Fanny étant seule avec sa mère, c'est logique que sa mère lui porte de l'attention, et peut-être que Laura était jalouse de cette attention et qu'elle voulait en quelque sorte voler la famille de Fanny. C'est possible, et c'est pour ça qu'elle aurait fait cette fameuse crise entre guillemets pour que les gens s'intéressent à elle. Ça, c'est une possibilité comme une autre. On peut avoir plein d'idées diverses et variées concernant la situation. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on ne sait pas, et heureusement, ce qui aurait pu se passer si jamais Laura était restée plus longtemps. Est-ce qu'elle aurait tenté d'attaquer Fanny pour lui enlever la vie ou lui faire mal ou quoi que ce soit? Ça, heureusement, on ne le sait pas. On va maintenant passer à la seconde histoire. On va voir l'histoire de Brittany. Brittany avait 12-13 ans au moment des faits, et cette fois-ci, son histoire, elle, se place dans le contexte de l'école. En fait, je sais pas en France trop comment ça se passe, parce que moi ça date un petit peu. Dans son école, son collège, lycée, eh bien les plus jeunes n'ont pas le droit de sortir à l'heure de la pause déjeuner le midi, mais ceux qui sont un peu plus âgés, eux ont le droit si jamais ils ont un mot de leurs parents qui les autorise. Donc si jamais tu as ce mot, eh bien pendant 1 heure, l'heure de la pause déjeuner, tu peux sortir, aller chercher à manger, te poser dans un parc ou manger dans l'établissement. Donc on était un vendredi, au printemps, parce que Brittany se souvient que le temps était relativement agréable, et bien Brittany et quelques amis ont décidé d'aller chercher de la nourriture asiatique à emporter pour manger entre elles. Après avoir récupéré leur nourriture, elles se sont installées dans un parc qu'elles avaient l'habitude de fréquenter pour manger. Ce parc se situait entre le restaurant où elles avaient récupéré leur nourriture et leur collège, et elles se sont installées dans un jeu pour enfants pour manger tranquillement. Le parc où elles se trouvaient était un parc assez grand, il y avait plusieurs zones de jeu, des chemins pour se promener, et à côté du parc il y avait des maisons. Il y avait également un petit lac, des petits ruisseaux, enfin vraiment c'était un parc super grand, où il était très agréable de passer une belle après-midi. Sauf qu'à côté de ce parc il y avait un hôtel abandonné. Et justement, en traversant le parc, tu pouvais te retrouver sur le parking de ce fameux hôtel. De ce qu'avait entendu Brittany, l'hôtel était habité par certains sans-abri, par des squatteurs, parce que cet hôtel, ça faisait bien 5-10 ans qu'il était inoccupé. Il y avait également un tunnel à côté du parc où l'un des ruisseaux passait et ça donnait une allure assez effrayante à ce tunnel, donc les gens généralement ne s'y aventuraient pas trop. Si tu étais âgé de 12-13 ans par rapport à ta taille, tu pouvais t'y tenir debout, mais un adulte, lui, il était obligé de s'accroupir pour passer. Tout se passe bien ce fameux vendredi, les jeunes filles sont en train de manger tranquillement, et à un moment donné, elles voient une vieille femme arriver d'un des ruisseaux qui se trouvent dans le parc. Cette vieille femme se dirige vers le groupe d'amis, et elle avait l'air d'avoir, vous savez, certaines vieilles personnes, pour s'aider à se déplacer, ont, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils ont une sorte de canne un peu. Sauf que les jeunes filles sont très surprises, parce qu'elles se disent comment elle aurait pu sortir du fameux tunnel avec ça. Bon, les jeunes filles se disent, bon, peu importe, elle se balade tranquillement, peut-être qu'elle vient pas du tunnel, mais que voilà, étant veille un peu, elle s'est perdue, et elle va quitter le parc. Sauf que non, elle se dirige bel et bien vers les jeunes filles, et ça commence un petit peu à les inquiéter. Cette vieille femme marchait lentement avec des cheveux
grisonnants, elle avait des foulards autour de son visage ainsi que des lunettes de soleil, donc on ne pouvait pas forcément très bien voir son visage. Là, la vieille femme arrive devant le jeu où se trouve le petit groupe d'amis de Brittany. Elle se trouve en haut du jeu et pour monter en haut, il faut monter une échelle. Brittany se dit, elle ne va jamais monter l'échelle parce que déjà qu'elle a du mal à se déplacer, elle marche lentement, jamais elle pourra monter cette échelle comme ça sans aide, mais elle se trouve en plus vraiment très proche d'elle, c'est-à-dire que même si le groupe d'amis chuchotait, la vieille femme pourrait les entendre. Sauf que, étant aussi plus près, Brittany peut beaucoup mieux voir le visage de la vieille femme. Et là, la vieille femme va regarder le groupe d'amis et sourire. Et là, Brittany se dit, ah, un truc va pas. C'est que la vieille femme ne ressemble pas tant que ça à une vieille femme. C'est-à-dire qu'elle sourit avec ses dents, et ses dents semblent parfaites. C'était pas des dents parfaites pour que ça ressemble à des dents de dentier, et elles n'étaient pas usées, entre guillemets, comme pourraient l'être les dents d'une personne âgée. On ne voyait pas beaucoup de son visage parce qu'elle avait ses fameux foulards et ses lunettes de soleil, mais tout ce que tu pouvais voir, ça ressemblait pas à quelque chose appartenant à une vieille personne. Le peu de peau que tu arrivais à voir ne semblait pas forcément ridé, donc c'était assez étrange. Brittany commence un petit peu à flipper parce qu'en plus de ça, dans ce parc, il n'y a personne d'autre. En tout cas, là où elle se trouve, il n'y a personne aux alentours. Et en plus, elle se dit, et si cette vieille femme n'en était peut-être pas une? Là, le groupe de jeunes filles va être sauvé par le gong, comme on le dit. Il y en avait une qui avait un téléphone. Les autres n'en avaient pas parce qu'elles étaient trop jeunes. Et la jeune fille qui avait un téléphone reçoit un appel de son père, qui dit qu'il se trouve non loin du parc où elle se situe, et qu'il va aller les récupérer parce qu'il devait lui passer quelque chose. La jeune fille qui avait reçu cet appel raccroche, et elle répète ce que son père lui a dit à haute voix. Et là, immédiatement, la vieille dame va avoir un comportement assez inattendu. Vous savez, elle était un peu penchée sur sa sorte de canne, comme si elle s'appuyait dessus pour s'aider à avancer. Sauf que d'un coup, elle se redresse, comme si elle n'avait aucun problème pour marcher. Et elle se barre en courant. Là, il y a un truc qui cloche. Quand tu vois quelqu'un qui avance lentement avec une canne, qui a l'air assez vieux et qu'ensuite cette personne-là te tape le sprint de sa vie, c'est chelou. Et là, on va avoir une autre révélation. Parce qu'on a déjà eu la révélation du coup que la vieille dame n'en était pas une et qu'elle avait sûrement des intentions assez cheloues vis-à-vis du groupe d'amis. C'est qu'en fait, Brittany et la copine pensaient que celle qui avait un téléphone avait vraiment un téléphone, sauf qu'en fait pas du tout. Ce qu'elle avait, c'était quelque chose qui y ressemblait, mais ce n'en était pas un. Et c'est là justement que tu vois qu'il y en a une qui était quand même super intelligente. En fait, c'est une jeune fille qui aime bien faire croire qu'elle avait un iPhone. Et vous savez, à une certaine époque, on avait les iPhones, je crois que c'était les 3 ou un truc comme ça, qui ressemblaient beaucoup à des lecteurs MP3, les iPod Touch. La différence entre les deux appareils est assez minime. Les iPhones étaient juste un peu plus épais, mais en soi, ça se ressemblait fortement. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est juste allée dans ses paramètres de son iPod Touch, et elle a lancé une sonnerie, et elle a fait croire que son père l'appelait, alors qu'en fait, pas du tout. Donc en fait, les autres jeunes filles ont vraiment bien joué la comédie parce qu'elles pensaient qu'elle avait vraiment reçu un appel, alors qu'en fait, elle avait même pas de téléphone. Donc tu vois que dans la tête de la jeune fille qui a eu cette petite stratégie, ça a cogité direct. Les jeunes filles ont reparlé de cet événement un peu plus tard pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Elles pensent qu'en fait c'est quelqu'un qui habitait dans l'hôtel qui était passé justement dans ce fameux tunnel et qu'en fait cette personne-là s'était déguisée en vieille dame pour ne pas être suspectée et s'approcher des jeunes filles tranquillement. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle avait prévu de faire à Brittany et à ses amis? Ça on ne sait pas. On ne sait même pas si la femme était vraiment une femme en tout cas ou un homme. Les jeunes filles ont spéculé un petit peu, pour elles c'est plus un homme déguisé en vieille femme qui se servait de ce déguisement pour leurrer les jeunes filles, donc ce serait un homme qui apprécie les jeunes personnes pour leur faire on ne sait quoi. C'est là que cette histoire s'arrête. Méfiance, encore une fois, quand vous voyez une vieille personne dans la rue qui veut s'approcher de vous, vérifiez que c'en est bien une. Comment être parano de tout. Peut-être que moi je suis pas moi, et là comme dans Mission Impossible je te sors mon autre visage, et en fait tu vois Robert 90 ans qui est là avec sa canne et tout. Je te raconte le thread après. Hop, Xavier Dupont de Ligonnès.